Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc la session va démarrer d'ici quelques instants. On va attendre quelques secondes d'ici que tous les participants puissent se connecter. Je vois que le compteur commence à monter. Bonjour Anaïs, bonjour Aurélie, Benoît. Okay. Donc je suis ici avec Joséphine en direct des bureaux Snapshift. Et Alexandre de Père-et-Fiche qui nous appelle depuis le sud. Nice. Salut tout le monde. Bon, bah, très bien, on va pouvoir démarrer. Tout d'abord, bah, merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire. Moi, je m'appelle Lisa et je suis responsable marketing chez Snapshift. Donc, Snapshift, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un logiciel de gestion des plannings et du personnel. Et donc voilà, application pour la gestion de vos RH. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire un webinaire sur la thématique de la digitalisation du point de vente. Donc comment booster justement la fréquentation de votre point de vente grâce aux outils marketing d'aujourd'hui et comment fidéliser de la meilleure façon les clients. Pourquoi on décide de ne pas traiter que des thématiques RH parce qu'on s'est rendu compte aussi que pendant le confinement, en fait, il y avait beaucoup de nos prospects et nos clients se posaient énormément de questions sur plein d'autres thématiques, donc les RH notamment, mais aussi plein de questions relatives à comment améliorer ses réseaux sociaux, booster sa visibilité, etc. Parce que je pense que c'était un moment privilégié pour prendre le temps de se poser et de penser à la stratégie, etc. Et voilà, donc on a décidé de continuer sur cette lancée puisqu'on a lancé ces webinaires pendant le confinement. Et voilà, on a un peu réduit le rythme là, mais on essaye de toujours proposer des choses qui vous intéressent. Donc voilà, on essaiera de répondre donc, aux questions, notamment à cause du contexte sanitaire, qui a fait chuter en fait le taux de fréquentation dans les magasins et les restaurants notamment. Bah, comment faire revenir les clients, comment rendre ces lieux à nouveau attractifs. Et puis, quels sont les bons moyens voilà, pour fidéliser les clients. Donc, on espère que cette discussion vous donnera quelques pistes pour booster donc, votre point de vente. Avant de laisser nos invités se présenter, juste un petit point logistique. Donc, vous avez une interface où vous pouvez poser vos questions. Je vois que vous commencez à interagir dessus. Donc, voilà, c'est la petite icône question. Donc, vous pouvez poser vos questions à tout moment pendant la session. Et nous, en fait, on y reviendra à la fin. On laissera, je pense, une quinzaine de minutes en fonction du temps qui nous reste pour les traiter, en essayant de traiter un maximum de questions. Voilà. Donc, je vais maintenant laisser la parole à nos invités. Peut-être que Joséphine, est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter Pongo? Bonjour à tous, moi c'est Joséphine, je suis Customer Success Manager chez Pongo depuis bien plus d'un an maintenant. En fait, je m'occupe de toute la partie relation client, accompagner les clients dès la prise en main de notre outil et les aider tout au long de son aventure et faire en sorte que les clients soient les plus heureux du monde. Alors pourquoi Pongo? En fait, on est parti d'abord de deux constats. D'un point de vue client, en fait, on voulait un peu dépoussiérer les programmes de fidélité qu'on trouvait un peu désuets et qui n'avaient pas réussi à prendre le pas de la digitalisation. Et en tant que client, on ne retrouvait pas en magasin, je ne sais pas, une expérience un peu fun, un peu ludique. On devait encore sortir notre carte à tampons, soit qu'on avait oublié chez nous, qu'on perdait, etc. On se retrouvait avec 10 000 cartes et puis il fallait attendre 10 passages avant de pouvoir gagner enfin un menu. Enfin, moi, je sais que personnellement, je n'y arrivais jamais. Et, donc, on avait voilà, ce côté, on voulait rendre plus fun l'expérience client en magasin. Et aussi, d'un point de vue des commerçants, on s'était rendu compte qu'en fait, les commerçants n'arrivaient pas à capter de la donnée sur leur clientèle, ne savaient pas qui était leur client. Et aussi, comme ils n'avaient pas de données, ils n'arrivaient pas à recontacter les clients et à les faire revenir en magasin, donc à augmenter la fréquentation en magasin. Et c'est là qu'on a eu l'idée de créer Pongo. Alors Pongo, donc on est un programme de fidélité dématérialisé, c'est-à-dire qu'en point de vente,
vous allez avoir une tablette qui va être tournée vers le client. Et le client, pour se connecter sur son interface de fidélité, va devoir entrer son numéro de téléphone qui lui sert d'identifiant. Et en fait, il va gagner des points à chaque passage. Et un peu sous forme d'un jeu, on a vraiment voulu rendre l'expérience fun et gamifier un peu la fidélité. Donc en fait, il va pouvoir débloquer des récompenses. Et un peu comme des niveaux. Donc la première récompense, par exemple, ça va être un café qu'on peut gagner dès la deuxième visite, jusqu'à aller dans des récompenses. Donc, je sais pas, par exemple, faire une fiche propose un aller-retour en Écosse. On a un client qui fait des pokés qui propose un aller-retour à Hawaï. Voilà, c'est vraiment avoir avoir des récompenses qui donnent vraiment envie de revenir et de sortir un peu du cadre de juste avoir un menu. Et pour le commerçant, justement, de pouvoir recontacter ses clients grâce à ce numéro de téléphone et aussi sur la tablette, de pouvoir poser des questions pour apprendre à mieux connaître leur clientèle, etc. Voilà pour nous. Trop bien. Et vous avez beaucoup de clients combien de clients en France, par exemple? Alors, pour l'instant, on a environ 500 clients. Et on a vocation à ce que ça explose. On est en négociation avec pas mal de grosses chaînes. Et tout secteur confondu, pas uniquement restauration, j'ai vu vous traitiez les commerces de manière générale. De base, on s'est penché, on a créé un peu le canal de la restauration, mais notre solution fonctionne partout. On a des clients barbiers, coiffeurs, etc. Donc, ça fonctionne vraiment pour tous les commerçants, les grands groupes, les petites chaînes, etc. Ok. Alex, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton parcours et comment tu en es arrivé, donc, comme tu es cofondateur de Périfiche et responsable marketing, comment tu en es arrivé à créer Périfiche et voilà, nous raconter cette belle Alors, histoire. avec plaisir, avec plaisir. Nous, du coup, alors on est quatre associés. En fait, on était en cours ensemble en école de commerce. Et c'était sur la dernière année où on a commencé à bosser sur ce projet qui était un peu fictif. C'est tout simplement parce qu'il y avait un de mes associés qui s'appelle Anthony, qui est issu d'une famille de pêcheurs poissonniers. Et ses parents, ils avaient une grande poissonnerie à Sifour, à côté de Toulon. Donc lui, il avait juste en fait une idée de faire on peut appeler ça un concept un peu 2.0 dans le poisson, pas juste reprendre la poissonnerie. Donc on a commencé à bosser ensemble dessus en dernière année d'études et en fait petit à petit il y a pas mal de choses qui sont enchaînées. On a fait plusieurs concours qu'on a gagnés, on a eu pas mal de demandes d'investisseurs parce qu'on avait eu des articles, notamment dans Challenge les 100 startups pour investir en 2017. En fait, à partir de ce moment-là, on a reçu vraiment beaucoup de demandes d'investisseurs et en gros, on s'est dit, vas-y, on finit les études et on va se lancer sur le projet. Donc, on a fini les études en juin 2017. Donc, le temps qu'on monte à Paris, on a commencé à bien développer à lancer le projet septembre et on a ouvert le premier restaurant en septembre 2018. Donc, il y a presque 2 ans maintenant. Donc voilà, donc en fait on était arrivé vraiment avec une image un peu de burger on va dire burger gourmet de poisson, où on mettait vraiment en avant ce produit et petit à petit on a fait évoluer le concept pour en faire quelque chose vraiment de street food de poisson, donc restauration rapide avec que des poissons frais, sauvages pour la plupart, issus de pêche responsable, respectueux de l'environnement, avec 100% des recettes qui sont faites maison, des produits frais, on a presque pas de plastique, on va dire. Deux, trois petits trucs qui nous restent, mais parce qu'il n'y a pas d'alternative. Donc voilà, quelque chose avec une dimension, on va dire, environnementale assez importante. Et du coup, voilà, street food, donc il y a des burgers, des bols, des petits snacks, du fish and chips. Et aujourd'hui, le concept fonctionne plutôt bien. Ok, trop cool. Et vous avez du coup une ou plusieurs adresses Alors là, on a un resto à Paris dans le 9e et on en a un qui ouvre d'ici 2 mois dans une autre ville que Paris, dont on ne parlera pas pour l'instant. Et on a le troisième qui arrive avec Iconic, là, le food market, qui est censé ouvrir entre janvier et avril dans le 13e, où du coup on aura un point de vente accompagné de Street Bangkok, Mania Pizza et Little Baobé. Ok, bon, trop cool, plein de nouveaux projets du coup pour les prochains mois. Ouais, ça va commencer à s'accélérer un peu.
Et bon, on va pas trop s'attarder sur la période de confinement, etc. Mais est-ce que, enfin, je sais pas, il y a eu des impacts. Est-ce que d'ailleurs vous avez réouvert dès que vous l'avez pu, vous avez attendu un petit peu. Enfin, comment ça s'est passé pour vous toute cette période-là, enfin, surtout justement bah, le contexte actuel suite à, enfin, dans le contexte actuel puisque c'est pas fini, mais Eh vous avez mis en ben, place une collecte, j'imagine, peut-être que vous l'aviez déjà. alors honnêtement, je sais plus quand on l'a mis en place. Je crois qu'on l'a mis en place pendant le confinement. Mais en soi, oui, on l'a mis en place pendant le confinement, mais en soi, on avait déjà vocation à. En fait, au moment où il y a eu le confinement, on était déjà en discussion pour le mettre en place. Donc c'était quelque chose qu'on voulait mettre sur le resto. Et nous, bah, honnêtement, le confinement nous a fait forcément un peu mal, mais on va dire qu'on s'en est quand même plutôt bien sorti par rapport à une grande majorité des restaurateurs, parce qu'on avait vraiment, nous on a fermé bah, du coup de mi-mars au 11 mai. Bah, en fait, tout le mois, toute la période du confinement, et on a coupé vraiment toutes les lignes de dépenses qu'on pouvait avoir. Et au final, on avait calculé, parce qu'on n'a pas un énorme volume en livraison, nous, on avait calculé que rester ouvert et faire que de la livraison avec les plateformes Uber Eats et Deliveroo qui t'assassinent sur les coms, c'était clairement impossible d'être rentable, dans le sens où, en plus de ça, si tu restais ouvert, tu n'avais plus le chômage partiel pour tes employés et tout. Donc on a tout stoppé, on va dire qu'on a pris le temps de repenser un peu le concept, améliorer tout ce qui pouvait être tout ce qui pouvait être bénéfique, que ce soit expérience client, appro, fournisseur, com, n'importe quoi. Et pour réouvrir dans des bonnes, enfin dans les meilleures conditions. Et du coup, on a réouvert le 11 mai avec beaucoup de click and collect et aussi beaucoup d'emporter grâce aux tablettes Tabesto qui étaient posées en dehors du resto. Et honnêtement, ben, en fait, ça s'est très bien passé dès le début de la réouverture. Beaucoup mieux que ce qu'on aurait pensé même. Donc Ouais, plutôt cool. oui, c'est vrai que bah, les restaurateurs étaient assez inquiets. Enfin, on ne savait pas comment les choses allaient se passer et les informations bah, changeaient de semaine en semaine. Donc, c'était difficile d'avoir une visibilité nette sur comment les choses allaient se passer. Et du coup, depuis le déconfinement, enfin, est-ce que tu as remarqué des tendances, des changements ou habitudes de consommation justement chez les clients? Est-ce que tu as noté une baisse de fréquentation ou ce genre de choses? Enfin, Bah alors, pas du tout de baisse de fréquentation. Nous, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, sur le mois de mai, on a fait à peu près 70% du CA qu'on faisait quand on était ouvert avec tout l'intérieur, la terrasse et tout. Donc, on était assez, on va dire, assez surpris et satisfait. Et là, pour te donner une idée, sur juin, on a fait notre mois record avec, je crois, plus 10% depuis l'ouverture. Et sur juillet, on a refait un record sur juin avec plus 12%. Donc, depuis début juin que les terrasses sont réouvertes, on a vraiment, vraiment beaucoup plus de monde qu'avant. Donc très cool. Au niveau des tendances, bah, clairement, la prise de commande sur tablette qui a explosé. Enfin, nous, on avait, honnêtement, sans Tabesto, je pense qu'on était mort. Parce qu'à l'époque où les clients ne pouvaient pas rentrer dans le resto et tout, là, c'était hyper pratique. On avait les tablettes posées sur la terrasse, ils peuvent attendre sur le trottoir un peu plus loin. On les appelle quand leur commande est prête. Donc, vraiment très cool. Du coup, vu qu'on a Pongo qui est intégré sur Tabesto, énorme augmentation aussi de check-in sur les tablettes chaque jour. Donc, on a fait, franchement, je crois qu'on est à x2 ou x3 en fréquentation journalière et en check-in sur les tablettes. Forcément, bah, plus de livraison aussi. Les gens ont tendance à plus commander. Et nous, pour le coup, on avait fait des tests pas mal avant, mais ça n'avait pas du tout fonctionné. Enfin, avant, c'était entre novembre et février sur du QR code. Et, euh, et donc là, je pense qu'on va le retester parce que clairement, quand tu vas maintenant dans un resto, dans un bar et tout, tu as des petits QR codes posés de partout. Et le QR code qui était un truc, on va dire, je veux pas obsolète parce c'est pas, enfin, il est pas encore assez, enfin, les gens ne sont pas encore assez adaptés à ce mode de fonctionnement, mais
les gens n'avaient pas du tout l'habitude. Enfin, déjà, il y en a plein qui savent pas que depuis ton téléphone, tu peux scanner un QR code. Et là, maintenant, à l'espace de 1 ou 2 mois, c'est devenu vraiment un réflexe. C'est vraiment devenu un réflexe naturel. T'arrives, tu scannes ton menu et tu checks sur ton tel comment ça fonctionne. Donc, à voir comment on peut utiliser ce levier-là, si ça peut vraiment nous servir et si encore tu peux aller derrière encore plus loin, comme par exemple Big Mama l'ont fait, ou depuis le QR code, ils ont une app où tu peux payer directement et même plus te déplacer, quoi. Ok. Et toi, Joséphine, c'est quoi les retours terrain que tu as pu avoir de tes clients et prospects en termes de principales problématiques, peut-être marketing qui rencontrent, qui rencontrent les commerces de manière générale, donc pas uniquement les restaurateurs. Écoute, un peu comme j'ai précédemment quand j'ai décrit Pongo, en fait, on se rend compte que les commerçants n'arrivent pas à recontacter les clients, c'est-à-dire que ok, très bien, le client est venu chez eux, etc. Une fois, mais dès qu'il a franchi la porte de sortie de l'établissement, en fait, bah, le commerçant n'arrive pas à le recontacter parce qu'il n'a pas réussi à avoir de la donnée sur leur client, même lors de la première visite. Donc il y a des gros soucis à ce niveau-là, c'est-à-dire bah, faire revenir les clients et comment. Donc ouais, je pense que c'est une des très grosses problématiques de ne pas réussir à capter de la donnée sur sa clientèle pour ensuite les recontacter, les faire revenir et augmenter la fréquentation du magasin. Ok. Et justement, on parle beaucoup donc, de marketing automatisé, mais je pense que pas tout le monde sait qu'est-ce qu'on met derrière ce terme. Concrètement, ça veut dire quoi le marketing automatisé et ça se traduit comment justement dans un point de vente et dans l'expérience client aujourd'hui? Alors le marketing automatisé, en fait, c'est les petites actions qu'on va rendre automatiques, il n'y a pas de terme, mais faire des campagnes marketing de façon automatique. Donc, ce qui veut dire au début, en 2-3 clics, paramétrer quelque chose pour après contacter les clients et faire des campagnes adaptées. Donc, il y a plein de choses. Ça peut être des campagnes sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des campagnes de mail. Nous, on fait des campagnes SMS. Avec un très bon retour et c'est vraiment permettre aux clients qui ça peut faire, aux commerçants qui ça peut faire un peu peur le marketing automatisé parce qu'ils ne s'y connaissent pas du tout, de rendre la chose simple et en 2-3 clics envoyer des SMS par exemple pour l'anniversaire de leur client, quand le client est nouveau, quand le client est à 10 points, va être à 10 points de récompense, toujours dans l'optique de créer un lien entre le client et le commerçant et pour le commerçant d'augmenter sa fréquentation, de faire revenir de plus en plus sa clientèle. Ok. Et du coup, toi, Alex, vu que tu es utilisateur Pongo, quel usage tu en fais de l'application? Un très bon usage, un très bon usage. Nous, on l'a mis en place dès le début. Enfin, on avait ouvert en septembre, 1 mois après, on l'avait. Et ça fonctionnait. En fait, ça fonctionnait bien depuis le début. En fait, tout simplement, les gens s'inscrivent et derrière nous, ils sont répertoriés sur différentes catégories dans un back-office où j'ai accès à toutes les stats. Donc, tu as les clients habitués, les clients VIP qui viennent très régulièrement, tu as les nouveaux clients, tu as les clients à risque. Donc, en fait, moi, je peux paramétrer mes campagnes SMS. Donc, je peux dire, bon, par exemple, les clients à risque, vu qu'ils sont pas venus depuis plus de 3 mois dans le resto, bah, je vais leur faire une offre un peu plus agressive, au sens où s'ils achètent un menu, ils en ont un deuxième offert, pour vraiment les inciter à revenir au restaurant. Et en fait, en fonction de toutes les typologies de clients que tu as, tu peux leur pusher les offres que tu veux. Donc, typiquement, si je vois que nous, là, on fait des tests avec toute la data hommes et femmes, pour voir est-ce que les hommes mangent vraiment plus de burgers que les femmes, ou est-ce que c'est l'inverse, ou est-ce que... Ouais, parce que c'est une vraie question, hein. Est-ce que tu vois, faut plus pousser des bols et des offres un peu plus légères aux femmes, ou au contraire, est-ce que pendant l'été, que ce soit homme-femme, au mois d'août, tout le monde veut manger des bols à Paris. Donc en fait, on envoie à peu près une campagne par mois, le SMS. Bon, c'est rentable tout le temps, ça fonctionne très bien. Après, nous, la limite, c'est qu'on veut pas non plus être trop agressif sur le SMS parce que d'un point de vue utilisateur, si tu t'en prends un toutes les semaines, ça devient un peu relou.
Donc, on essaie, on va dire, de respecter un peu l'intimité des utilisateurs sur ce point-là. Mais sinon, ouais, en fait, c'est rentable tout le temps dans le sens où quand tu fais un gros push sur toutes tes catégories de clients, même si tu as une catégorie qui va moins bien fonctionner que d'autres en fonction de l'offre que tu lui as poussée, forcément les autres vont compenser parce qu'il y en a qui vont très bien fonctionner. Donc, si tu regardes la globalité, t'es toujours rentable en fait. Enfin, nous, de notre côté, sur tous les tests qu'on a fait. Ok. Et toi, tu vois d'autres fonctionnalités ou usages qu'on peut faire de l'application Congo? Donc, par exemple, Alex parlait de campagne SMS ciblée, par exemple, pour les anniversaires. C'est quelque chose que tu fais, j'imagine? Pour les anniversaires? Ouais, ou pas forcément? Bah alors en fait, je sais plus si on l'a mis en place parce qu'après j'avais paramétré aussi avec Ludwig pas mal de SMS automatiques, c'est-à-dire que quand un client récupère une de ses récompenses, on lui envoie un SMS automatique en lui disant que s'il a aimé, il peut nous mettre un avis et dans ce cas-là, il récupère plus de points. Je me demande si on l'avait pas mis aussi pour les anniversaires. Du coup, je sais plus trop parce que j'ai mis en place tout ça il y a à peu près un an et donc derrière ça tourne tout seul. Et je crois qu'on a mis d'autres trucs sur le SMS automatisé, mais là, comme ça, je me souviens plus. Je sais que ça fonctionnait très bien sur la collecte d'avis. Et Ouais. après, on a fait on a mis en place un concours là. Du coup, on envoie des questions clients sur bah, quel est le nouveau plat chez Père et Fiche, et ils peuvent envoyer leur réponse en fait à un numéro qui est un numéro gratuit. Et du coup, nous en fait, ils rentrent dans une base de données où ils vont participer à un jeu concours où on définit un gagnant. Et du coup, nous, on récupère de la data sur ça aussi. Ok, top. Ouais, c'est ce que tu disais, rendre l'expérience un peu fun et ludique en organisant notamment des jeux concours, etc. Ok. Et du coup, Alex, est-ce que tu arrives à, à vraiment constater enfin, vraiment te dire que toutes ces campagnes-là améliorent la fréquentation de votre restaurant? Est-ce que c'est chiffré? Est-ce que c'est plus un feeling Non, bah ou... tout est chiffré dans le sens où quand tu envoies tes SMS à 1000 personnes, si tu en as 50 qui viennent au resto, vu que les personnes viennent et automatiquement elles retapent leur numéro sur Pongo, tu vois, parce elles font partie un peu du programme de fidélité et ça les amuse. Bah, nous, du coup, on a la vue sur bah, toutes les personnes qui sont venues directement après. Donc, si, voilà, comme je te dis, 1000 SMS envoyés, tu as 50 personnes, et du coup, tu sais que tu sais que tu as eu tant de pourcents de taux de conversion, que ça t'a ramené 50 personnes. Après, tu calcules par rapport à ton panier moyen, mais en plus de ça, généralement, les personnes ne viennent pas seules. Donc, c'est là où tu définis ta limite. Mais oui, tout est sur le SMS, en fait, comme ça, tout est calculé vraiment à la personne près. Donc, c'est quand même hyper précis par rapport aux solutions de Drive to Store aujourd'hui qui ne fonctionnent pas du tout toutes Ok. sur, sur tous les trucs Wi-Fi, réseau qui n'arrivent pas à géolocaliser les personnes par rapport à à leur cookies. Donc du coup, c'est quelque chose de très précis et très efficace aujourd'hui, selon moi. Ouais. Et pour ajouter un truc aussi, comme Alex disait, en fait, dès que il va faire par exemple une offre faire une campagne SMS, on considère qu'un client est converti quand il rentre son numéro de téléphone. Et donc après, il y a le taux de conversion qui est calculé automatiquement. On dit toujours que c'est un chiffre à minima parce que pour des raisons X ou Y, il y a des gens qui vont revenir pour l'offre, mais en Ouais. fait, on ne sait pas dire pour Oui, quelle raison, mais pour qui quelle ne vont raison? pas forcément remettre leur numéro de téléphone. Donc, il va avoir un pourcentage. Mais ce qui est top, c'est que du coup, c'est toujours un pourcentage minimum. Faut se dire qu'il y a. Que l'impact va Ouais, plus loin. l'impact va plus loin. Et aussi, on considère qu'un client est converti sur les 7 jours après l'envoi du SMS. Mais il y a des gens aussi qui vont revenir le 8e jour, le 9e jour, qui ne sont pas pris en compte dans le calcul. Donc, bien souvent, les chiffres sont plus gros et c'est vraiment ce qu'on donne sur le back-office, un minimal. Donc, ce qui est trop cool parce qu'il y a des retours qu'on ne calcule pas, mais des gens qui reviennent, etc. Donc, Et tu as d'autres chiffres à communiquer par exemple, d'autres clients qui auraient eu justement un énorme succès ouais.
grâce à un programme de fidélité comme le vôtre? Ouais, on a mis en place chez un de nos clients qui venait de lancer le Click and Collect, justement pour parer pendant le confinement tous ces clients qui étaient partis sur les plateformes de livraison, hein, qui n'utilisaient pas du tout avant. Donc, il a lancé, comme Alex et Père et Fiche, le Click and Collect pendant le confinement. Mais en fait, c'est quelque chose dont on parle beaucoup et il y avait, avant le confinement, très peu de retour des utilisateurs, enfin, il y a très peu d'utilisation. Et du coup, en fait, on a poussé une campagne SMS à tous ces clients avec un lien qui redirige vers son Click and Collect, justement pour contrer, comme disait Alex, la com que prend ces plateformes de livraison. Et ce qui est ouf, c'est que ouais, en un week-end, il a réussi à avoir plus de commandes en Click and Collect que sur les plateformes de livraison. Il a fait plus de 1 000 € de chiffre d'affaires et vraiment après il nous a appelé en mode non mais c'est cool, merci, parce qu'en fait on a mis Click and Collect en place, ça n'a jamais vraiment marché et là en une campagne SMS c'est bon, nos clients sont allés sur notre site et sont venus en magasin, donc c'est des retours comme ça qui sont très cool. Ouais. Bah, c'est bien parce que c'est vrai que parfois dans les campagnes marketing, ce qu'on a un peu du mal à faire, c'est vraiment de mesurer un ROI précis et comme tu dis, bah, c'est jamais 100% précis, mais quand même on arrive à avoir quelque chose de chiffré et de tangible, donc c'est plutôt cool. Et moi j'avais une question sur justement le fait de rentrer contrairement au programme de fidélité classique avec la carte, le tampon, etc. On oublie toujours d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des réticences à donner sa date d'anniversaire, son email, son numéro de téléphone, parce que souvent les gens sont assez réticents à l'idée de communiquer leur numéro de téléphone, surtout à des commerces, de peur d'être justement harcelés ou spammés de messages. Du coup, est-ce que vous avez des retours par rapport à ça ou un retour d'expérience là-dessus pas très chaud Bah, alors, en fait, tu as deux catégories de personnes. Déjà, tu as ceux qui trouvent ça marrant et qui mettent leur numéro de téléphone, et dans ce cas-là, ils adhèrent au programme de fidélité. Et tu as ceux qui veulent pas, tout simplement. Donc, eux, on les laisse tranquilles. Tu en as plein qui, voilà, qui ont un peu peur de l'utilisation de leurs données, parce qu'en plus, tu avais la grande mode de RGPD l'an dernier qui a fait un peu flipper tout le monde, mais qui aujourd'hui n'existe déjà plus, on va dire, hein. C'était un peu un coup de pression, un coup de pression sur tout le monde, mais que personne ne respecte. Et, euh, et voilà, donc en fait, après, les personnes qui adhèrent au programme de fidélité, la partie où tu lui demandes, en fait, tu peux le paramétrer comme tu veux. Donc, quand tu demandes son nom, son anniversaire, son mail, toutes ces infos-là, donc ça peut être deuxième visite, troisième visite, quatrième visite. Donc là, honnêtement, nous, on n'a pas du tout la main dessus, dans le sens où on ne sait pas qui en est à quelle étape à chaque fois qu'il vient chez nous. Donc là, c'est vraiment à leur bon vouloir. J'ai pas les taux de conversion sur ça, mais il y en a quand même pas mal qui acceptent de mettre leur date d'anniversaire, un peu moins leur mail, mais nom, prénom, anniversaire. Non, prénom, anniversaire, il y a quasiment tout le monde qui accepte. Et ouais, la partie mail, un peu moins, parce que tu as toujours peur de finir dans une newsletter infernale. Mais, euh, mais sinon, la plupart des personnes sont, on va dire, assez ouvertes on va dire, à ce type de programme de fidélité un peu plus innovant, quoi. Ouais, bah pour rebondir, justement, c'est une question qui est beaucoup posée par nos prospects, justement. Et en fait, on leur explique que bien souvent, les commerces et les commerçants sont beaucoup moins digitales que leurs clients. Je pense qu'on entend parler du digital tout le temps, on est dans l'ère du digital, etc. Et en fait, tous les jours, tout le monde va utiliser, je sais pas, son smartphone, on va faire une commande en ligne, ou etc. Enfin, on l'utilise tout le temps et en fait, l'expérience client, justement, dans les magasins avait un peu de retard là-dessus. Et donc, en fait, non, on s'en rend compte, mais il y a une réelle appétence pour le digital de la part de la clientèle. Après, c'est vrai que voir une tablette comme ça qui est tournée vers le client, bah, on n'a pas l'habitude. Donc, il y a un léger travail justement d'accompagner le client, voilà, de présenter l'outil, de les rassurer pour ceux qui sont un peu réticents. Par exemple, s'il y en a qui ne veulent pas donner leur numéro de téléphone, on leur dit que c'est vraiment leur identifiant, que justement, la carte à tampon, tu la perds, mais ton numéro de téléphone, je pense que tout le monde le connaît aujourd'hui et personne ne l'oublie. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Et justement, quand les clients comprennent qu'en fait, c'est pour améliorer leur expérience, après, pour leur faire des offres adaptées,
ciblé pour eux, etc. Et pour créer cette proximité entre le commerçant et le client, bah, ils ont une vraie appétence, voilà, et ils en redemandent. Donc, surtout pour gagner un voyage à Hawaï, par exemple. Exactement. Ok. Et mais après aussi, j'imagine qu'il y a aussi une question de génération. Est-ce que justement, j'imagine que Père et Fille, vous avez peut-être plutôt une clientèle assez jeune et tournée vers le digital, la street food, voilà, c'est dans l'air du temps, etc. Ça plaît aux générations plus jeunes. Est-ce que toi, par exemple, Joséphine, en termes de différents typologies de commerce et de clientèle, est-ce que c'est vraiment un frein, le fait que tu puisses avoir une clientèle un peu plus de notre génération et du coup qui sera complètement réticente à l'idée de passer par des canaux justement digitaux, etc. Alors écoute, non, aujourd'hui on arrive à vraiment toucher, chez tout type de clients. Je te disais, on a pas mal de restaurants, mais on a aussi un barbier, une pharmacie, etc. Donc en fait, des clientèles, même dans les restaurateurs, des types de restauration très différentes. Et on arrive à toucher tout le monde parce qu'encore une fois, quand on fait comprendre aux clients que c'est vraiment un outil pour les accompagner, pour les aider et pour avoir après des cadeaux, des récompenses qui sont top. Et si jamais les campagnes SMS sont faites à bon escient, comme disait Alex, ça peut être une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, etc. Et ben en fait, justement, même des personnes qui sont de génération un peu plus ancienne, je vais dire comme mes grands-parents ou mes parents, en fait, quand ils ont découvert la solution, etc., ils trouvaient ça top. Et ma grand-mère qui va recevoir des petits messages de temps en temps de son petit commerce de proximité va être justement super contente et sortir un peu de son quotidien. Donc, on pourrait croire que oui d'un premier abord, mais en fait, une fois que c'est bien accompagné et que bien communiqué, voilà, les clients comprennent que c'est pour améliorer entre guillemets leur relation avec leurs commerçants, etc., c'est très bien pris. C'est top. Et est-ce qu'il y a d'autres tendances qui t'inspirent, parce qu'on a parlé. Alors déjà, on va faire une petite pause. On a préparé un petit sondage juste pour savoir un peu où vous en êtes vous en termes de programme de fidélité. Donc là, on va lancer un sondage que vous allez voir apparaître sur votre écran. Si vous pouvez prendre quelques secondes pour répondre, comme ça on peut se rendre compte sur l'ensemble des participants. Donc là, vous êtes plus d'une centaine, c'est cool. Donc on va pouvoir se rendre compte un peu de ce que vous avez mis en place en termes de programme de fidélité ou pas. Voilà. Je vais laisser encore quelques petites secondes et puis après, j'afficherai les résultats à l'écran. Donc j'ai l'impression qu'on a plus de noms déjà. Ouais. Encore 10 petites secondes. Je t'attendais un peu ce type de résultats. Allez, je vais lancer les résultats. Vous n'avez pas tous répondu, mais plus Oh là là. Donc 64% d'entre vous, sachant que pas tout le monde a pu voter, n'ont pas de programme de fidélité en place. Voilà. Donc je ne sais pas, tu as une réaction par rapport à ça? Est-ce que c'est souvent le cas? Écoute, je m'attendais à avoir un petit peu plus de oui. Après, ça m'étonne pas. Dans le sens, je pense que les commerçants pensent, quand ils pensent encore au programme de fidélité, on pense à la carte à tampon et ils n'ont pas forcément de plus-value à part faire plaisir à leurs clients là-dessus. Mais justement, peut-être avec du coup, je vais prendre l'exemple de Pongo, mais on a outrepassé ce programme de fidélité, ce côté un peu plus fun et ludique en magasin. Et grâce à notre programme de fidélité dématérialisé, de pouvoir recontacter les clients, les faire revenir. Je pense que c'est des problématiques qui reviennent chez pas mal de commerçants et ouais, on permet de solutionner ça. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je ne sais pas. Non, c'est juste pour avoir un peu ta réaction à chaud par rapport aux résultats affichés. Alors, je vois qu'il y a énormément de questions là qui arrivent. Donc, juste pour
pour terminer, toi, Joséphine, est-ce qu'il y a des tendances qui t'inspirent, peut-être des potentielles nouvelles fonctionnalités ou des choses à intégrer chez les commerçants ou même dans l'application Pongo? Moi, quelque chose qui m'inspire, Alex, on a un peu parlé au début sur un peu la philosophie de Père et Fiche. Je trouve ça très cool que les restaurateurs prennent de plus en plus le pas de réduire leur émission de déchets. Les déchets plastiques, j'avoue, c'est quelque chose qui me parle. Et je sais qu'on a des clients, par exemple, qui vont proposer des points supplémentaires sur leur programme de fidélité à leurs clients, justement, qui ramènent leur lunchbox ou leur Tupperware. Initiative que je trouvais très cool parce que le restaurateur gagne. Le client qui n'avait pas forcément d'appétence pour l'écologie, la réduction d'émissions de déchets, en fait, il se dit je peux gagner des points en plus, attends, je vais ramener ma lunchbox. Et puis, la planète, sans vouloir être niaise, il gagne aussi. Donc, non, c'est des trucs que je trouve cool. On a aussi un autre client qui a créé plutôt que le sachet papier parce que finalement, quand on fait de la vente à emporter, ce sachet, il est utilisé, je pense, 10 minutes le temps que le client passe du commerce à chez lui ou du commerce à son lieu de travail. Et du coup, ils ont créé un sachet biodégradable, réutilisable, fait à base de coton, je pense, sur mesure pour leur clientèle et pour justement éviter cette consommation de déchets papier. Okay. Et c'est des trucs qui me parlent et que je trouve très sympa. C'est des bonnes initiatives et qui seraient envisageables d'intégrer justement à vos programmes de fidélité et de communication auprès des clients. Donc, c'est plutôt cool. Et Alex, toi, pour terminer, c'est quoi les prochaines étapes à franchir, les améliorations que tu vois en termes de marketing, communication, fidélisation, que tu vois justement chez Père & Fiche, les nouvelles opportunités? Les nouvelles opportunités. Mettre en place, vous réfléchissez à mettre en place, ou vous allez mettre en place, Au niveau des opportunités, nous, enfin, on va dire les challenges un peu de la fin d'année, c'est vraiment d'essayer de ramener tout le volume qu'on a en livraison en magasin. Donc, comment tu transformes ta clientèle de livraison qui n'aime pas trop se déplacer directement au magasin. Donc, sur ça, on est en train de faire plusieurs tests et tout. On va lancer des trucs aussi avec Pongo d'ailleurs sur vraiment les convertir en drive to store et les emmener finalement à avoir une expérience client utilisateur dans le restaurant directement et plus en livraison parce que déjà il y a la partie com que personne n'apprécie forcément, mais à côté de ça, en plus, l'expérience client, elle est moins bien. Un plat en livraison est forcément moins bon que s'il était sur place. Donc, nous, on a tout intérêt à ce que les gens viennent directement plutôt qu'ils commandent. Après, les grosses opportunités de fin d'année, j'ai envie de dire TikTok, moi. Ah TikTok, ouais. ouais. Non, TikTok, c'est incroyable. On est en train de faire des tests, mais je pense que en fonction de comment ça évolue, c'est vraiment un levier sur lequel c'est le. Enfin, si c'est pas TikTok, ça sera un autre truc. Là, Instagram, ils ont lancé Réel, qui est le format similaire, mais on va dire, le format vertical vidéo comme ça, un peu homemade, c'est vraiment le futur du marketing. Et d'ici 2-3 ans, tout le monde sera dessus, comme à l'époque, quand moi je disais qu'on pouvait gagner de l'argent avec Instagram il y a 3 ans, tout le monde me disait que j'étais bête, quoi, tu vois. Ouais. Je parle en tant que commerce. Et aujourd'hui, nous, on a Instagram, ça nous génère peut-être au moins 50 demandes d'itinéraires par jour. Donc, c'est un énorme, énorme levier. Ok. Ouais, en plus, pour avoir vu un peu le type de communication que vous faites, vous adoptez un ton plutôt décalé, etc. Donc, je trouve que ça va bien avec ce format un peu vidéo marrant. Ouais, c'est ça. On fait du contenu. Donc, il y a du contenu marrant, il y a du contenu qui donne faim, il y a du contenu instructif. Mais l'idée, en fait, c'est à terme de même plus être identifié un peu comme un restaurant, mais limite comme un média du poisson, quoi. Parce que les personnes qui arrivent sur notre compte, le but, c'est de leur faire consommer le plus de contenu. Donc, pour qu'elles restent le plus longtemps possible sur ton compte et qu'elles viennent à ton restaurant, il faut lui apporter du contenu de qualité et qui l'intéresse. Donc, là est le travail. Très cool. Pour terminer, avant de passer aux nombreuses questions-réponses, on a voulu faire un petit récap des 4 pistes, puisque c'est ça qu'on annonçait
dans le descriptif du webinaire des 4 clés justement pour booster la fréquentation de votre commerce grâce au digital. Donc, comme Joséphine l'expliquait, c'est important pour créer du lien, d'offrir une expérience client unique, fun et ludique en point de vente. D'avoir une communication personnalisée avec son client, typiquement on l'a vu avec les campagnes ciblées, les anniversaires, voilà, qui soient très contextuelles et personnalisées. Mettre en place des campagnes SMS, donc puis surtout bien l'utiliser et proposer la bonne offre à la bonne personne au bon moment. Typiquement, quand on met en place le click and collect, peut-être pour driver un peu de trafic et de fréquentation là-dessus, c'est peut-être de faire une campagne SMS pour que vos clients sachent que vous avez lancé une offre click and collect et que vous leur proposez en plus de découvrir ça avec une offre. Donc, c'est plutôt un bon axe d'optimisation. Et puis, impliquer son client dans le commerce, avoir cette relation de proximité, lui poser des questions, récolter des avis, des retours, comme Alexandre l'expliquait avec quel sera le prochain burger, ce genre de choses. C'est quand même assez impactant, je trouve, et positif pour le client d'être mis à contribution de tout ça. Voilà, j'espère qu'en tout cas, la discussion vous aura apporté quelques éléments de réponse. Et puis là, on va passer donc, aux questions-réponses, sachant qu'on en a eu pas mal en amont du webinaire, que j'ai essayé d'intégrer un petit peu pendant la discussion et que je vais poser maintenant. Donc, on avait une première question de Ingrid. Comment se faire connaître quand on n'a pas de budget? Voilà. Est-ce que, peut-être Alexandre, toi, tu as peut-être passé au début par des budgets limités, des choses à faire? Ouais, nous typiquement sur la partie, parce que moi du coup, je ne travaille, enfin j'avais pas précisé au début, mais je suis jamais au restaurant. Donc il y a mes 3 associés qui y sont plus et chacun a ses domaines respectifs. Et moi je suis la seule personne de l'entreprise qui n'intervient plus du tout au restaurant. On va dire en tant que manager, que sur toute la partie process, offre et tout. Donc, je fais vraiment exclusivement marketing comme les relations presse. Donc, comment se faire connaître quand t'as pas de budget? Je vais dire assez facile, mais assez compliqué à la fois. Nous, typiquement, on n'a pris personne dès l'ouverture. On n'a pas pris d'agence RP, on n'a payé personne, on a tout fait nous-mêmes. Il suffit de euh, nous, on avait communiqué aussi en amont de l'ouverture. Donc, la page Facebook, je crois qu'on l'avait créée 1 an et demi avant d'ouvrir le restaurant. Donc, on racontait nos vies et tout. Et en fait, au moment où on arrive à l'ouverture, on avait créé une sorte de phénomène de buzz un peu. Et l'idée, c'était vraiment de faire, en fait, on le vendait en mode, ça va être un truc de malade, vous avez jamais vu ça, quoi. C'était surjoué, hein, mais il y avait vraiment un effet waouh. Storytelling qui marche plutôt bien, je pense, aujourd'hui, de raconter Ouais, des histoires exactement. derrière les projets. Exactement. Voilà. Et donc, il y avait tout le fait que, vu qu'on partage régulièrement nos vies, enfin, nos vies dans le restaurant, comment évolue le projet et tout, il y a le côté un peu où tu crées de la proximité, les personnes s'attachent à toi. Et aujourd'hui, si tu as un concept, on va dire, assez innovant, tu vas déjà récupérer beaucoup de médias, parce que les médias, ils ont besoin de visiteurs sur leur site, donc ils veulent du contenu qui intéresse les gens. Donc nous, on avait peut-être 80 articles sur les 6 premiers mois sans agence RP. Après, les influenceurs, hein. Les influenceurs, typiquement, nous, on fait à peu près 20-25 partenariats par mois avec des influenceurs. Donc ça, tu leur proposes de manger gratuitement et typiquement, ça te coûte rien. Donc c'était une grosse stratégie influenceur. Derrière, tu vas gagner en notoriété. Et après aujourd'hui, tu fais de la pub aussi sur les réseaux. Donc même si t'as pas beaucoup de budget, si tu achètes bien de la publicité, c'est quelque chose de très rentable. Aujourd'hui, acheter de la publicité sur les réseaux, c'est 1000 fois plus rentable. Ou faire des partenariats influenceurs, c'est 1000 fois plus rentable que faire de l'affichage dans le métro ou de payer 1500 € ton article dans des médias, genre, je sais pas, Le Bonbon, Marie-Claire et tout. Les personnes, elles s'identifient auprès de personnes. C'est pour ça qu'un influenceur est très, très rentable parce qu'il y a ce côté proximité, tu as l'impression de le connaître. Donc, si la petite blogueuse du quartier dit
Salut mes petites chéries, aujourd'hui j'ai découvert un nouveau concept, c'est incroyable. Ça a 1000 fois mieux fonctionné que si tu as un article du Bonbon qui te dit nouvelle ouverture d'un restaurant dans le 10e à Paris. Et certes, tu vas avoir un peu de retombées, mais honnêtement, ça sera très limité. Nous, on les a tous testés, même les parutions télé et tout. On a fait des JT M6 qui t'ont moins ramené que des blogueuses qui avaient même pas 50 000 abonnés, quoi. Ok. Et Donc ça, voilà. vous le faites même, du coup, la relation influenceur, parce que je sais qu'il existe Ouais, justement ouais, ouais, des agences. c'est moi qui c'est moi qui m'occupe de tout ça et du coup, c'est que de la prospection et après au bout d'un moment là il y a un phénomène un peu on va dire boule de neige dans le sens où on a dû depuis en 2 ans on a dû en avoir je sais pas au moins 400 qui sont venus donc il y en a qui reviennent régulièrement il y en a plein avec qui on est devenu amis il y en a qui nous ont mis en contact après maintenant avec des agents de stars donc pour avoir des personnalités un peu plus hautes que juste influenceurs mais des musiciens des rappeurs etc et au final petit à petit, on va dire, on débloque de nouveaux contacts à chaque fois. Et honnêtement, c'est toujours très très rentable. Enfin, on a fait quelques youtubeurs aussi où là c'est plus compliqué à mettre en place, mais les retombées sont monstrueuses quand ils publient leurs vidéos. Mais même un influenceur, tu vois, il y en a où tu vois direct des pics de trafic sur les prochains jeux, déjà sur le nombre d'abonnés, d'actions que tu as sur ton compte à partir du moment où il publie, puis après sur le nombre de personnes qui viennent au restaurant. Ok. Donc, ouais, du coup, vous avez vraiment internalisé cette compétence, enfin, la partie marketing avec toi. Mais pour ceux qui nous écoutent, enfin, voilà, je sais qu'il existe aussi, si voilà, vous n'avez pas les moyens ou la personne en interne qui peut assurer toutes ces fonctions et ces connaissances autour du marketing des influenceurs, etc. Il y a déjà des agences, notamment nous, on travaille avec Emblem. Je sais que c'est très connu Ouais, chez les on bosse avec eux aussi depuis un mois là. Ok. Bah, eux, ils adoptent aussi pas mal, en plus, le ton décalé, donc je reconnais bien leur petite touche. Donc voilà, ça existe. En tout cas, pour ceux qui connaissent pas trop, il n'y a pas que Emblème, je pense qu'il y en a plein d'autres. Et vous, nous, en tout cas, c'est celle qu'on connaît. On avait fait d'ailleurs, si ça vous intéresse, un webinaire avec eux, justement, comment booster plutôt la visibilité grâce aux réseaux sociaux. Donc, il est disponible en replay sur notre site internet Snapshift. Donc, si c'est plutôt là une thématique aussi qui vous intéresse de creuser, voilà, je vous encourage à regarder ce replay. Ensuite, donc on avait. Ah oui, et donc par rapport au budget, est-ce que toi, tu arrives à avoir une idée du budget média, marketing Ouais, bien sûr. Nous, on met à peu près 4% du CA mensuel dans le marketing. Donc après, marketing, ça implique enfin par exemple Pongo, l'abonnement Pongo est compris dans les dépenses marketing, l'hébergement du site internet et tout aussi, on met tout ça dans cette case marketing. Et du coup, sur le budget marketing en lui-même, il y a, je pense, 70-80% qui est de l'achat publicitaire. Donc achat publicitaire, Facebook, Instagram, Google, YouTube Ça et fait moins d'autres plateformes 2% un peu du moins chiffre connues, on va dire. Pardon? 2% du chiffre d'affaires, c'est ça? 4%. 4%, ok. Ouais. Et, on a une question aussi de Nathalie qui demande quel taux de retour en magasin avec le SMS, quel SMS automatique marche le mieux? Ça peut-être que tu peux. Ouais, quel taux de retour? Alors, ça dépend du type de campagne et des clients, mais on arrive à avoir des super retours. On considère que la campagne a bien fonctionné quand on est aux alentours enfin, très bien fonctionné de 5 à 10% de retour. Déjà, tout simplement, le SMS marche très bien parce que contrairement au mail, en fait, qu'on lit plus ou quand c'est voilà, un mail de pub, on va le mettre directement dans notre corbeille, alors que le SMS, il y a ce lien un peu de proximité et du coup, 100% des SMS qu'on reçoit, je pense, on les lit. Donc, déjà, on est sûr quand on fait une campagne SMS que tout le monde va lire le SMS, donc va être au courant de l'offre proposée. Et ouais, en magasin, ça marche très bien. Comme je disais, on a 5 à 10% là où
les mails font très très peu. J'ai plus les chiffres en tête, mais très très peu. Donc ça se voit, hein, comme Alex le disait, mais dans la fréquentation le jour ou jusqu'à 7 jours après la campagne, la fréquentation chez nos clients augmente. Donc très cool. Ok. On avait plusieurs questions de Benoît. Alors, je pense qu'il y en a certaines auxquelles on a répondu pendant la session. Mais celle-ci est plutôt intéressante. Quelle digitalisation prioriser? Enfin, qu'est-ce qu'il faut prioriser peut-être justement quand on se décide de se lancer dans la digitalisation? Est-ce que, Alex, toi, tu as un avis sur la question? Est-ce que c'est plutôt les réseaux sociaux? Est-ce que c'est se concentrer sur... Ben, alors, ce qui parle de digitalisation au sein même du restaurant, avec des solutions comme peut-être Pongo, Tabesto, ou même des solutions gestion des stocks, gestion RH, où on parle vraiment en termes de com, marketing pour ramener des personnes au restaurant en amont. J'imagine que la thématique du webinaire, ça doit être plus en rapport avec la fréquentation, donc plus communication, l'axe plutôt marketing, communication. Donc, Après, je sais comment pas. ramener des personnes à ton restaurant? Ouais, Euh, ou à ton commerce, ben, on a Ouais, d'autres. après, en fait, honnêtement, le problème, c'est qu'il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de solution miracle. Et si tu veux faire les choses bien, ça prend du temps. Donc, tu peux pas, par exemple, juste avoir un compte Instagram qui fonctionne pas trop mal et être nul sur tout le reste. En fait, c'est un enchaînement de briques qui s'empilent bien, qui font que derrière, ça te donne un énorme levier de traction. Il te faut, en fait, pour moi, il te faut un site efficace, donc une vitrine qui fonctionne bien avec un référencement naturel quand même correct, toutes tes fiches de notation qui soient bien optimisées, parce que la fiche Google, c'est un énorme levier d'acquisition et de trafic aussi. Bon, une page Facebook, mais aujourd'hui, on s'en fout un peu de la page Facebook parce que ça vaut plus rien, Facebook, dans le sens, dans la portée vraiment naturelle de ce que ça peut t'apporter. Tu pourras pas faire grossir une page Facebook aujourd'hui. Il te faut un compte Instagram hyper quali. Donc, ça va être vraiment comment tu identifies ton concept, quelle ligne éditoriale t'adaptes et comment tu mets en avant ton contenu. Tu vois, nous, on communique beaucoup sur le côté qui donne très fin des recettes, que ce soit des burgers, des bols et tout, mais des visuels ou des vidéos très quali. Le côté, nous, on essaie plus de faire apparenter Père et Fiche à une bande de potes plutôt qu'à une vraie marque, tu vois, pour vraiment garder ce côté, cette relation humaine et cette proximité avec les personnes et ce côté un peu écolo. Donc après, quand tu as tes trois axes, tu te dis, bon, bah, ok, on va en faire, je sais pas, des vidéos de cette façon-là, on va en faire des posts avec une image, avec un carrousel, comment tu peux jouer un peu avec les applis. Mais voilà, en fait, et derrière, ça fait beaucoup de choses en fait à mettre en place. Mais derrière, en fait, l'idée, c'est de ramener sur ta page Instagram des personnes via la publicité. Et donc, il te faut et une fois que tu as ces personnes sur ton compte, vu que tu as un compte très quali, elles se disent, ah bah tiens, c'est quoi ça? Et là, elles commencent à se balader, à voir. Elles vont regarder le menu. Après, elles vont checker l'itinéraire, voir où c'est. Puis elles viennent à ton restaurant. Mais si je peux rajouter un dernier truc, c'est que pour ramener ces personnes sur ton compte Instagram, il te faut des vidéos très quali aussi. Dans le sens où aujourd'hui, quand tu fais de la pub, parce qu'il y en a beaucoup qui font de la pub pour les restaurateurs, il y a plein d'agences qui m'ont contacté, moi, qui font tous très très mal ça, euh, dans le sens où, euh, dans le sens où ils vont prendre une photo, un truc à la classique, là, avec plein de plats posés sur une table, et balancer ça en pub. Ça peut fonctionner un peu, mais ça te rapportera des résultats très limités. Aujourd'hui, si tu veux faire de la pub, je sais pas, tu fais du format story, ça coûte que dalle. Pour 80 centimes, je touche 1000 personnes avec de la story en pub. Et il faut comme toi, quand tu scrolles sur ton feed Instagram, Facebook, tant que t'as pas vraiment une pub qui pète sur les 2 premières secondes, qui t'intrigue, tu t'arrêtes pas de scroller. Donc c'est pour ça qu'il faut des effets waouh directement pour catcher l'attention de l'utilisateur. Et derrière, en fait, le ramener sur ton compte Instagram, puis le ramener sur ton site, puis le ramener sur le menu ou je sais pas quoi, puis après faire une demande d'itinéraire, un appel pour qu'il vienne au restaurant. Puis après, tu le fidélises avec Pongo. Exactement. Le mot de la fin. Exactement.
Ouais, bah, du coup, de ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a vraiment aussi c'est hyper important avant de se lancer justement dans toutes les stratégies de digitalisation, de se poser un peu sur l'identité en fait qu'on veut avoir, qu'on veut transmettre, et le ton qu'on veut avoir, etc. Et puis après, justement, de communiquer ça de manière cohérente et que l'identité, la personnalité transparaissent de partout, quoi. Donc, voilà. Donc aussi, donc pareil de Benoît, n'étant pas du tout connaisseur, existe-t-il des formations? Alors oui, il y a plein de formations digitales, marketing digital qui existent. Et puis après, bah, peut-être Joséphine, sur Congo par exemple, est-ce que vous proposez des accompagnements, des formations, des choses comme ça? Oui, bien sûr, comme j'ai dit, moi, c'est un peu, c'est mon métier. Donc, effectivement, quand quelqu'un va choisir de prendre notre solution, on sera vraiment là pour l'accompagner sur la tablette, sur la prise en main du back-office, donc l'outil en interne pour voir les chiffres, paramétrer les campagnes SMS, etc. On est vraiment là pour accompagner, pour aider. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. L'outil est très simple, contrairement à ce qu'on peut penser, même le back-office. En quelques clics, on met la campagne SMS, on envoie les SMS de demande d'avis Google, etc. Enfin, c'est vraiment très simple. Et puis, on est toujours disponible s'il y a des questions, voilà, besoin de faire un point, etc. Donc, ouais, on mise beaucoup justement sur l'accompagnement et l'aide à notre clientèle, en tout cas. Ok. Une autre question, est-ce que le système Pongo s'applique à d'autres commerces que la restauration et comment? Donc oui, on en a parlé, mais là, on me cite l'exemple de la librairie. Oui. Alors en fait, on fonctionne bien avec tout le monde. Effectivement, d'abord, on a choisi de prendre le pan de la restauration, mais on n'a pas encore de librairie. Ce sera avec plaisir pour en discuter. Mais en fait, le programme de fidélité déjà est totalement personnalisable. Donc, il peut fonctionner avec des réductions sur l'abonnement, des livres offerts, etc. Donc, ça, à voir avec le commerçant, mais on peut tout personnaliser. Et en fait, comme c'est des points à chaque passage, etc., il n'y a pas de on n'a pas de restriction en termes de commerce. Et après, bah, de toute façon, le commerçant peut adapter ses campagnes SMS, les questions qu'il va poser à ses clients, etc. Tout est personnalisable. Donc, par exemple, si je ne sais pas, je suis passionnée de bouquins policiers, est-ce que ce serait possible de collecter cette donnée pour pouvoir après justement proposer des offres en rapport avec les goûts aussi Tout à fait, c'est ça. En fait, on peut pouvoir poser une question sur la tablette, par exemple, quel roman, quel auteur policier préférez-vous? Et après, selon les réponses des clients, on va pouvoir, si jamais il y a tel auteur qui sort un nouveau livre, envoyer une campagne SMS à ces clients-là pour dire, bah, ça y est, le nouveau livre est sorti, venez on l'a déjà, venez en point de vente, etc. Donc, on peut s'adapter à tout. Et j'imagine que du coup, vous fournissez toute une partie peut-être conseil en amont, même avant l'utilisation de la solution, si jamais vous posez la question de comment vous pouvez utiliser Pongo, je pense que vous serez à même, si vous souhaitez en savoir plus, de faire une demande auprès de Pongo et voir justement ce qui est possible de mettre en place. Et ça, j'imagine que ça ne vous engage à rien, mais au moins vous aurez justement la réponse et vous pourrez vous projeter plus facilement avec la solution. Autre question, je ne comprends pas qui paye les cadeaux car un voyage me paraît vraiment cher. Est-ce que c'est mutualisé avec tous les commerçants? Quel est le coût mensuel, annuel pour le commerçant? Alors, moi, je ne m'occupe pas de la partie commerciale, mais si jamais ça vous intéresse, vous pourrez après demander une démo sur le site. Mais effectivement, en fait, les récompenses, elles font plaisir aux clients, mais aussi on s'y retrouve aussi d'un point de vue d'un commerçant. Forcément, le commerçant ne va pas offrir un voyage si jamais ce ne sera pas rentable pour lui. Donc, ce sera au bout c'est bien calculé, au bout de, je sais plus pour Père et Fiche, mais Ouais, le voyage en Écosse, il est au bout de 100 visites. ouais. Voilà, c'est ça. Pour un panier moyen, je pense qu'il manger pas mal de menus chez nous pour gagner ton voyage en Écosse. Donc, c'est des paliers, on va dire, assez fun et intéressants. Il y a des cours de cuisine avant, d'autres trucs, mais typiquement, une personne qui est venue 100 fois chez nous,
Si on lui paye enfin, un voyage, c'est un aller-retour avec l'hôtel un week-end, ça va nous coûter 200-300 euros. Donc clairement, on s'y retrouve, quoi. Sachant qu'en plus, cette personne-là, à 100 personnes, enfin, à 100 passages, c'est devenu un vrai ambassadeur qui te ramène Ouais. tous ses potes et qui en parle de tous les côtés. Donc clairement, tu t'y retrouves forcément sur le long terme. Ouais. Ouais, c'est ça exactement. Donc, Je vais prendre deux autres questions parce qu'on arrive à la fin de l'heure. On va déborder un petit peu, mais je pense que c'est quand même intéressant pour tout le monde. Où trouvez-vous les influenceurs, Alexandre? Eh ben, sur Instagram directement. Donc, non, en fait, bah, tu as pas mal d'outils déjà qui te permettent d'aider à les, enfin, t'aider à les trouver. Mais typiquement, si tu veux faire quelque chose de très simple, tu regardes les restos qui collaborent beaucoup avec des influenceurs. Donc, bah, quand les influenceurs partagent des stories, les restos les repartagent. Donc, tu cliques sur le profil, t'en trouves un, tu regardes si c'est une personne qui te correspond par rapport à son audience, sa cible. Et en fait, après, sur Instagram, je sais pas si tu peux montrer à l'écran, ça sera plus simple. Ouais, Euh, Quand tu es sur un profil, tu vois, tac. je peux transmettre l'écran? Bah, je suis sur les. Attends, je vais te montrer. Je pense que. Tu vois, là, je suis sur. Tac. Hop. Alors là, je suis sur un profil d'influenceur et en fait, tu as une petite flèche juste là qui, quand tu appuies derrière, Instagram te propose plein de comptes similaires à cet influenceur selon selon le profil de la personne. Donc après, typiquement, c'est vraiment c'est de la recherche. Donc tu cherches les comptes, tu vas de compte en compte et petit à petit, tu te fais un fichier avec tous les influenceurs qui peuvent t'intéresser et après, tu les contactes. Donc s'ils sont intéressés, ils viennent. S'ils sont pas intéressés, ils ne viennent pas et tu t'essayes de les retoucher autrement. Mais du moment que tu as un concept, on va dire, assez innovant et qui leur donne faim, on va dire que je pense 70% des personnes qui voient ton message, parce que les plus gros, il y en a plein qui, quand ils commencent à avoir 1 million d'abonnés et tout, il y en a plein qui ne voient pas ton message parce qu'ils sont noyés de messages. Mais 70% des personnes qui voient ton message viennent, enfin, finissent par venir quand ils ont un peu de temps. Bah, merci pour l'astuce. Bon, on va clôturer du coup la session et vous libérer. Peut-être juste un petit dernier mot voilà, pour conclure. Enfin, j'imagine que maintenant que vous en avez appris un peu plus sur Père et Fiche, ça vous a peut-être donné envie d'aller manger un burger au poisson ou autre. Alex, je te laisse peut-être rapidement conclure si tu veux. Eh ben, pour conclure, non, nous, là, les nouveaux points, je me répète un peu pour ceux qui n'étaient pas là au début, mais du coup, on a un deuxième resto qui ouvre en dehors de Paris, dans une ville tenue secrète pour l'instant, qui ouvre début octobre. Et on a le troisième qui arrive sur le food market iconique, donc Paris 13e. Donc iconique, où il y aura un grand bar central tenu par Passage Enchanté. Passage Enchanté, c'est ceux qui ont jardin suspendu et pas mal de trucs à Paris. Donc on va dire qui font des univers et des environnements vraiment très très conceptuels. Et du coup, il y aura on va dire quatre restos dedans, quatre stands. Père et Fiche, Street Bangkok, Mania et Mania Pizza et Little Baobé. Donc ça, pareil, ça ouvre entre janvier et avril selon les retards sur les travaux, mais ça sera, en tout cas, ça sera le deuxième restaurant à Paris, lui, qui arrive début 2021. Bon, bah, trop bien. Et ben, Donc si voilà. vous voulez connaître la nouvelle adresse et les actualités de Père et Fiche, vous pouvez aller les suivre sur Instagram. Ils partagent plein de trucs et puis comme ça, peut-être des jeux concours aussi. Et Exactement. dire coucou à l'équipe. Venez nombreux, on vous raconte notre vie et on vous fait manger. Génial. Tout ce qu'on adore. Et Joséphine, bah, je te laisse aussi dire un petit mot pour terminer. Ouais, bah déjà, merci à tous
d'être venu pour le webinaire. Nous, on a lancé une newsletter, la Golden Nuggets, il y a un peu plus d'un mois. En fait, tous les lundis, c'est une très courte newsletter qui est plus centrée pour les acteurs de CHR. Et donc, dedans, à chaque fois, on met une actualité un peu fun, un peu insolite. On interviewe un acteur de l'hôtellerie ou de la restauration. Et aussi, on parle d'un outil. Donc, il y a 2 semaines, on avait parlé de Snapshift, par exemple. Donc, des outils qui peuvent vous aider en point de vente, sur les réseaux, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura le lien, je pense, dans le mail récap que Lisa va envoyer après. Oui, je vous enverrai du coup le lien pour accéder à l'enregistrement du webinaire et puis les petits liens voilà, utiles. Ce sera plus simple du coup pour vous d'aller découvrir tout ça. Et moi, pour terminer, côté Snapshift, nous, on publie régulièrement des articles de blog donc sur notre blog. Il s'appelle les RH faciles, mais on parle de plein de thématiques qui touchent les restaurateurs et les commerçants, la boulangerie, la pharmacie, etc. Sur des thématiques diverses et variées, principalement centrées autour des RH, mais aussi du marketing, du click and collect, voilà, pour élargir vraiment les problématiques traitées. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur la page LinkedIn si vous voulez avoir toutes les infos concernant les prochains webinaires, les articles de blog, etc. Et puis nous, on publie aussi pas mal de livres blancs, e-books, donc c'est des sortes de guides pratiques sur des thématiques pareilles, diverses et variées, sur justement comment attirer des talents pour votre commerce, comment mieux gérer votre restaurant à l'aide d'un meilleur suivi des ratios, par exemple. Comment justement le digital et à l'aide des outils digitaux, vous pouvez booster votre point de vente. Donc là, par exemple, on a la boulangerie. Donc voilà, on a pas mal de contenu et on en publie régulièrement. Donc si ça vous intéresse, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou inscrivez-vous à notre newsletter et vous aurez tout. Voilà, en tout cas, merci à tous, enfin déjà aux participants d'être venus assister en live à la session. Et merci à Alexandre et Joséphine d'avoir accepté de venir faire cette interview et nous donner plein d'idées justement pour les commerces, pour voilà, booster un petit peu la fréquentation. Merci à toi, merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée.